Salut! Aujourd'hui, on va s'intéresser à un truc assez fou, le business model de la science. C'est un système dont on n'entend pas souvent parler, mais qui pourtant a un impact direct sur la manière dont la connaissance est créée et surtout partagée dans le monde. Et pour commencer, voilà une citation qui met tout de suite les pieds dans le plat. Elle vient de la biologiste Tania Louise et on peut dire qu'elle ne mâche pas ses mots. Ce qui est fort, c'est que ça ne vient pas de l'extérieur, mais bien du cœur de la communauté scientifique. Alors, essayons de comprendre ce qui se cache derrière cette arnaque. Pour bien piger cette critique, on va suivre le petit tuto satirique qu'elle propose. Elle y décrit, étape par étape, comment construire le business model parfait pour devenir richissime grâce à la science. C'est une caricature, bien sûr, mais vous allez voir qu'elle est douloureusement proche de la réalité. Alors, accrochez-vous bien. Étape 1, le contenu. Il est produit par des chercheurs, souvent avec de l'argent public, et il est donné gratos aux éditeurs. Étape 2, les auteurs. Non seulement ils donnent leur travail, mais en plus, attention, ils doivent souvent payer pour avoir le droit d'être publiés. Étape 3, la main-d'œuvre. Qui vérifie les qualités? D'autres scientifiques, qu'ils font bénévolement, sur leur temps de travail. Et enfin, étape 4, le coup de génie. Les éditeurs revendent l'accès à ces articles aux universités. Oui, celles-là même qui ont payé pour la recherche au départ. La boucle est bouclée. Et quand on dit payer, ce n'est pas symbolique, On appelle ça les frais de traitement d'articles ou APC. On parle de 1 000 € en moyenne, mais ça peut grimper à 5 000, voire 10 000 € pour les journaux les plus connus. C'est de l'argent qui part directement des budgets de recherche, de l'argent qui aurait pu servir à financer plus de science, tout simplement. Mais alors, on peut se demander pourquoi les scientifiques acceptent ce deal. La réponse est simple et un peu brutale, publier ou périr. Leur carrière, leur prochain contrat, leur financement, tout ça dépend du nombre d'articles publiés et surtout du prestige des revues où ils publient. Autant dire que ça donne un pouvoir énorme aux éditeurs. Bon, maintenant la question qui tue, d'où vient tout cet argent? Parce que c'est là que le modèle économique devient vraiment particulier. Alors suivons le parcours de l'argent. Le point de départ, c'est quasiment toujours le même, les fonds publics, nos impôts en fait. C'est cet argent qui, via les universités et les organismes de recherche, finance la grande majorité des travaux scientifiques. Et cet argent public, il ne paye pas que les éprouvettes et les microscopes, il paye aussi les salaires de tout le monde. Les scientifiques qui font la recherche et écrivent les articles, mais aussi ceux qui passent des heures à relire et à valider bénévolement le travail de leurs collègues. Et c'est là que l'éditeur privé arrive. Il récupère le fruit de tout ce travail, l'article et sa validation, sans avoir à débourser un centime pour rémunérer ni les auteurs ni les évaluateurs. La valeur passe tranquillement du secteur public au secteur privé. Et c'est là que ça devient complètement absurde. Ces mêmes institutions publiques, comme les bibliothèques universitaires, doivent ensuite repasser à la caisse. Elles payent des abonnements hors de prix pour que leurs propres chercheurs puissent lire les articles qu'elles ont elles-mêmes financés. C'est ce qu'on appelle le double paiement. Et les chiffres? Ils parlent d'eux-mêmes. En 2020, un des leaders du secteur, Elsevier, a fait environ 1,3 milliard d'euros de bénéfices. La même année, rien que pour la France, la recherche a versé près de 120 millions d'euros aux éditeurs. On parle de marge de profit qui rivalise avec celle des géants de la tech. Ok, la satire, c'est efficace pour dénoncer. Mais il faut quand même nuancer un peu les choses. Dire que les éditeurs ne font rien du tout, ce serait aller un peu vite en besogne. En réalité, les maisons d'édition scientifiques font un vrai travail. Elles gèrent toute la logistique derrière des millions de soumissions d'articles, elles maintiennent les plateformes en ligne, elles s'occupent de la mise en page, de l'indexation dans les grandes bases de données mondiales et de l'archivage pour que tout ça soit conservé sur le long terme. Donc le vrai problème, ce n'est pas qu'ils ne fournissent aucun service, c'est plutôt la disproportion totale entre la valeur qu'ils ajoutent et les profits qu'ils en tirent. Le modèle est vu comme extractif, il capte une rente sur un travail qui, à la base, est financé par la collectivité. Heureusement, face à ce système, il y a des alternatives qui émergent, des modèles qui essaient de redonner le pouvoir à la communauté scientifique. Et l'un des plus prometteurs, c'est ce qu'on appelle le libre accès diamant. Prenons l'exemple du Peer Community Journal ou PCJ. C'est un journal en accès ouvert diamant. La règle est super simple, c'est gratuit pour l'auteur qui publie et c'est gratuit pour le lecteur qui consulte. Tout est géré par des scientifiques, pour des scientifiques, dans une asso à but non lucratif. Alors, comment ça marche concrètement? D'abord, l'auteur dépose son article sur une archive en ligne. L'info est donc publique et accessible à tout le monde, tout de suite. Ensuite, il soumet cet article à une communauté de ses pairs, des experts de son domaine. C'est cette communauté qui organise l'évaluation de manière totalement transparente. Si l'article est validé, il est officiellement recommandé. Et enfin, l'auteur peut, s'il le souhaite, le publier dans le journal officiel du PCJ. La différence est juste fondamentale. D'un côté, le modèle traditionnel est plein de barrières payantes. L'argent, c'est la clé. De l'autre côté, avec le modèle PCJ, on fait sauter toutes ces barrières financières.
L'accès est libre, les auteurs gardent le contrôle de leur travail, et le seul critère qui compte, c'est la qualité scientifique. Et les avantages sont énormes. Ça démocratise l'accès au savoir pour tout le monde, pas juste pour les riches universités. Ça fait économiser des millions d'euros d'argent public. Ça accélère la science, parce que les résultats sont diffusés plus vite. Et surtout, ça renforce la confiance en rendant tout le processus beaucoup plus transparent. Au fond, tout ce débat sur le business model de l'édition nous force à nous poser une question bien plus grande. Au final, comment est-ce qu'on évalue la science et les scientifiques ? Le système publier ou périr a créé une confusion majeure. On a fini par juger l'emballage plutôt que le cadeau. On évalue la carrière d'un chercheur non pas sur la qualité intrinsèque de son travail, mais sur le prestige de la revue qui le publie. On se repose sur des proxys, des sortes de raccourcis. Au lieu de lire une recherche et de la juger sur le fond, on compte le nombre d'articles ou on regarde le classement du journal. C'est plus simple, c'est sûr, mais ça ne dit absolument rien de l'impact réel de la découverte. Et c'est cette course aux indicateurs qui nourrit la machine à cash des éditeurs. Et tout ça nous laisse avec une question essentielle. La valeur d'une découverte scientifique, est-ce qu'elle réside dans le logo de la revue qui la publie ou bien dans ce qu'elle apporte vraiment à la connaissance, à la société, à notre santé ? Changer le modèle de publication, c'est peut-être un premier pas pour commencer à changer la réponse à cette question.